Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir accordé votre temps pour ce numéro qui est consacré cette fois-ci à l'autonomie. Du coup, on va vous poser certaines questions, d'abord sur votre parcours, sur aussi ce que vous pensez de l'autonomie des jeunes, et aussi sur la situation actuelle. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites en tant qu'élu à la jeunesse, ainsi que votre parcours professionnel avant votre prise de poste? Ok, pas de problème. Du coup, moi, c'est Pauline Langlois. Je suis adjointe au maire en charge de la jeunesse et de l'adolescence, et également la vie étudiante que je travaille avec Valérie Coussinet, aussi une autre de mes collègues. Donc, c'est un sujet très vaste parce que la jeunesse, ça va de 11 ans jusqu'à 25 ans, voire même des fois 30 ans. Donc, on a différents jeunes. Mon parcours, il est pas comme on peut l'imaginer des personnes politiques, c'est-à-dire que moi, je me suis engagée en politique quand j'avais 24 ans, donc assez tard par rapport à d'autres de mes petits camarades. Pour faire un petit résumé, j'ai eu un BTS Assurance, donc pendant 10 ans presque, j'ai travaillé comme au départ conseillère bancaire, tout simplement, et ensuite je suis passée comme gestionnaire de sinistres dans une compagnie d'assurance et je m'occupais des fraudes en assurance et puis après tout ce qui est dégâts des eaux, incendies. Et puis, entre-temps, je me suis engagée, comme je disais, politiquement au sein du MJS. Donc, c'est Mouvement des jeunes socialistes. Je ne sais pas si ça vous parle. Si, je vois ce que c'est. Si. Ok, super. Et du coup, je me suis engagée à 24 ans, juste au départ pour pouvoir parler d'actualité politique avec d'autres jeunes de mon âge, parce que simplement mes amis n'étaient pas trop intéressés par la politique et moi, ça me passionnait sans spécialement me dire que je pouvais être élue. J'avais pas du tout cet objectif-là avant. Donc, du coup, j'ai rencontré des différents jeunes qui avaient la même passion que moi, d'échanger sur la politique, des sujets sociétaux, également nos droits, comment on pouvait les améliorer à petite échelle. Et puis après, en 2017, il y a eu les primaires de la gauche, où là, j'ai soutenu Benoît Hamon, mais dès le début, en fait, et c'est comme ça que je suis rentrée un peu plus en responsabilité. Et après, il s'est passé les présidentielles, où on n'a pas fait un super score, et moi, j'ai suivi du coup le parti créé par Benoît Hamon, qui s'appelle Génération, dont je suis membre depuis 2017 exactement. Et encore, il y a peu de temps, j'étais au Bureau national de Génération, mais là, en tant qu'élu, vu que je n'ai plus le temps, je me consacre uniquement à mon mandat et plus de responsabilité à l'intérieur de mon parti. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ou si c'est... Si en tout cas c'est limpide pour vous, vous n'hésitez pas à me couper et à me Non, non, poser des questions. c'était bien, on a compris. Il n'y a pas de problème. Ok. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment se déroulent les élections municipales et la différence entre un adjoint et un élu? Un adjoint et un élu? Ou quelle est Oui. la fonction? Parce Parce qu'on que, en a... fait, tous élus, c'est pour ça. Ah d'accord, parce qu'en fait, je comprenais pas trop. Enfin, j'ai un peu du mal, par exemple, à comprendre les municipales parce que j'avais essayé de suivre un petit peu. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne Alors, là-dessus, les l'histoire des listes? élections municipales, du coup, il y a divers partis. Il y a une tête de liste. Donc, la liste où j'étais, moi, c'était celle de Johanna Roland. Et il y avait Julie Laernos d'Europe Écologie Les Verts, Laurence Garnier pour les Républicains et j'ai oublié Margot Mectour pour Nantes en commun. 4 femmes, Valérie Opel pour La République en marche. Et du coup, en fonction des partis et des alliances, en fait, donc c'est le choix en fait qu'on fait. Pour le coup, moi, je suis une alliance des gauches et des écologistes auprès de Johanna Roland, parce que je ne fais plus partie du Parti socialiste, mais on reste quand même un mouvement de gauche et écologique. Donc du coup, nous, on a préféré s'allier à Johanna Roland dès le premier tour. Suite à ça, elle a composé une liste d'une 69 personnes, donc elle a fait le choix en fonction de on va dire son emplacement, on peut savoir ou pas si on va être élu. Pour moi, j'étais 5e au premier tour et ensuite 9e au second tour suite à la fusion avec Europe Écologie Les Verts. Du coup, où là, Julie Laerdos, qui est en tête, est devenue 3e, je crois. Bref, je vais pas trop, je me rappelle plus. Et suite à ça, en fait, au deuxième tour, il y a les élections. Et en fonction des élections, il y a une majorité. Cette majorité a le droit à un certain nombre de places. Et ensuite, l'opposition, parce qu'on est dans une démocratie, a aussi le droit à un nombre de places en fonction des scores.
qu'il y a eu. Donc, on est tous élus, mais après, dans la fonction, il y a la maire, donc Johanna Roland, ses adjoints, donc ça fait 26 adjoints au maire, où on a chacun une politique différente, parce que la maire, elle ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, nous, notre rôle en tant qu'adjoint au maire, c'est de l'accompagner sur des sujets bien spécifiques. Donc, moi, par exemple, mon sujet, c'est la jeunesse et l'adolescence, et je travaille aussi avec une conseillère municipale, qui est après, qui, elle, s'occupe spécifiquement de la vie étudiante et qui me remonte et on travaille conjointement sur ces démarches. Et ensuite, on fait part de nos remarques, de nos idées à Johanna Roland, ou même elle nous fait part de ses idées aussi. Et ensuite, les conseillers municipaux ont des délégations, chacun aussi, et dépendent chacun de certains adjoints aussi. Du Je coup, sais est-ce pas que si c'est Johanna Roland qui vous a affecté à ce domaine-là ou ouais, D'accord. c'est elle qui nous nomme en fait à ces sujets-là. On peut parler d'attentes qu'on souhaite, mais en tout cas, c'est elle qui nous nomme, qui a le choix et qui nomme les personnes qu'elle souhaite comme adjoint. D'accord. Mais c'est une grosse machine, mais c'est très passionnant et moi je suis très contente d'avoir la jeunesse pour le coup. Après, il y a Du aussi coup, j'ai les... une autre question. Ouais. Allez-y, finissez. Du coup, je voulais dire qu'il y avait aussi des conseillers municipaux, mais qu'on appelle des élus d'opposition. Donc là, c'est les Républicains et la République en marche. Et eux aussi ont le statut d'élu, mais d'élus d'opposition. Du coup, on est tous élus, on est 69 élus, on est tous élus, mais avec des fonctions différentes. D'accord. Si c'est pas clair, vous me dites, hein. Il n'y a pas de problème. C'est clair. C'est quoi vos champs d'action en tant qu'élu de la jeunesse? Je crois que vous avez déjà répondu à la question au début. C'était juste si vous pouvez rappeler juste la tranche d'âge sur laquelle vous vous occupez et sur quel type de jeunes. Est-ce que vous vous occupez juste des étudiants ou également vous vous intéressez également à l'emploi, à l'insertion professionnelle? C'est quoi vos champs d'action déjà au niveau de l'âge et au niveau des thèmes abordés? Ok. Les champs d'action au niveau de l'âge, bon, pour moi, ça va de 11 ans, dès l'entrée en sixième. On devient un peu plus ado, préadolescent, et ça va jusqu'à 25 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il y a une jeunesse, mais qu'il y a des jeunesses, parce qu'il y a plusieurs problématiques et on ne va pas aborder les mêmes thèmes de la même manière avec quelqu'un qui a 14 ans, comme quelqu'un qui a 16 ans, comme quelqu'un qui a 20 ans. Donc, en effet, la jeunesse, comme vous le disiez, ça touche vraiment énormément de thèmes. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est comme une mini-ville. C'est qu'on touche aussi bien la culture, le sport, l'emploi, l'insertion, les étudiants, donc les études aussi. Et après, on peut rentrer dans des dispositifs qui sont réservés plus à certaines politiques de quartier. Donc, on est vraiment très, très large. On peut toucher à la santé, j'ai oublié, très important en ce moment. Mais non, on peut toucher vraiment, vraiment à tout. C'est comme une toute petite ville, mais c'est très affectueux quand je dis ça. Et c'est pour ça que le mandat que j'ai est vraiment, vraiment passionnant. C'est qu'on peut vraiment traiter tous les sujets avec différents biais. Donc, ça me permet aussi, moi, d'avoir beaucoup de communication avec mes collègues, aussi bien de la culture, du sport, pour qu'on travaille ensemble sur différentes thématiques pour accompagner le mieux possible les jeunes dans leur démarche et surtout l'émancipation et l'autonomie des jeunes. Ça, c'est vraiment important. Okay. Vous nous avez dit que vous vous étiez engagé en politique parce que vous vous sentiez comment dire, impliqué et concerné par ces sujets-là. Et selon vous, comment on pourrait essayer d'impliquer un peu plus les jeunes pour qu'ils se sentent concernés par la vie nantaise? La vie nantaise, Oui. est-ce que c'est impliqué d'un point de vue politique ou c'est juste la vie de La Nantes? vie, par exemple, comment essayer de les impliquer un peu plus, parce qu'ils sont concernés, les gens sont concernés par la vie étudiante ou la vie en tant que jeune à Nantes. Alors, il y a divers biais. Moi, je pense qu'on peut travailler conjointement avec différents acteurs pour s'impliquer dans la ville petit à petit de Nantes. Déjà, un engagement, ça commence par une thématique bien précise. Moi, par exemple, quand je suis rentrée en politique, ma thématique de cœur, c'est parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans. Et ce qui m'a vraiment la désillusion du monde du travail, c'est le burn-out. Je ne sais pas si vous connaissez un peu
Et du coup, je voyais de plus en plus de mes collègues dans la société où j'étais victimes de ce phénomène-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que politiquement, c'est toujours pas reconnu. C'est pour ça que j'ai souhaité m'engager, en fait, d'aller plus loin. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée. Après, je pense que pour les jeunes, ils peuvent s'investir. Et après, je me sens pas si vieille que ça, mais tout le monde peut s'investir au niveau de la ville. Mais par des petits biais, ça va commencer peut-être en étant bénévole dans une association. C'est aussi une manière d'être présent au niveau de sa ville. Ça peut être tout simplement de faire une course à pied et ramasser ses déchets comme fait la Run Eco Team, mais il y en a qui font ça d'une manière individuelle. Chacun d'entre nous, en fait, même sans le savoir, s'implique petit à petit dans la ville, mais ils ne le savent pas. Donc, ça peut être différents biais. Ça peut être aussi la politique, bien sûr, avec... je sais qu'à une époque, il y avait les conseils jeunes, où les jeunes pouvaient apporter des propositions, et ça pouvait aussi être remonté au conseil municipal, chose que on reviendra après, mais que j'aimerais remettre en place. Mais on s'applique de diverses manières en fonction du temps et en fonction de son envie, en fonction de ses thématiques. Et chacun à sa hauteur peut s'impliquer dans sa ville déjà petit à petit. Même vous, là, vous impliquez dans la ville avec votre magazine, les comptes rendus que vous faites petit à petit. C'est déjà une première implication dans la vie nantaise. Je ne sais pas si vous en aviez conscience aussi avant. Bah, c'est surtout qu'on s'applique à notre échelle, quoi. On n'a pas forcément conscience parce que on fait un magazine pour notre quartier avec les sujets qui nous tiennent à cœur, tout ça. On se rend pas trop compte de l'impact de ce qu'on fait. Mais c'est sûr que oui, on s'implique quoi, par le biais du magazine. C'est ça, ouais. Bah, vous vous impliquez déjà avant. Je pense aussi au Centre Accord avec leur émission de radio et les podcasts qu'ils font. Ils s'impliquent aussi parce qu'ils racontent des faits qu'ils voient dans leur quartier ou même des événements. Donc voilà, comme vous disiez, il y a différentes échelles pour s'impliquer, mais tout le monde s'implique plus ou moins dans sa ville en général. Ensuite, j'avais une question, c'est quoi les priorités de votre mandat actuellement? Mes priorités. Alors, parce que c'est mon premier mandat aussi, donc les priorités je vais le faire en simple parce que c'est 6 ans. Oui, Pour moi, ouais. Pour moi, déjà, c'est recréer un dialogue, et vous l'aviez très bien dit, un dialogue au niveau des jeunes et au niveau des jeunes citoyens nantais, mais à toute échelle, comme je dis, de l'âge de 11 ans jusqu'à 25 ans, s'impliquer dans son quartier, dans une activité, dans une association, qu'on puisse mieux communiquer. Je dis pas que la communication était mauvaise avant, mais en tout cas, aller plus loin dans un dialogue nantais, mais focus jeunesse, qu'on puisse aussi partager des événements, partager aussi des propositions que moi et Valérie Cossinet ou même les autres élus puissent faire remonter en conseil municipal. Et puis également, mes priorités, ça va être l'insertion, l'emploi. Ma grosse priorité en ce moment, je ne vous cache pas, avec la situation du Covid, c'est les étudiants, la précarité alimentaire, la précarité numérique, la santé mentale. Tout ça, c'est un biais très important qui me tiennent vraiment à cœur. Et également, ma priorité, vraiment, comme je l'avais dit, c'est aussi d'aller vers une autonomie, une émancipation des jeunes, mais par tous les sujets. L'émancipation peut bien se traduire par le sport, que par la culture, que par de l'investissement bénévole, que par les études. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais c'est passionnant et j'espère qu'on va y arriver, mais pas en très concret. Par exemple, ça va être développé je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des pépinières jeunesse. Si, oui, j'en ai déjà entendu parler. Voilà. Bah, du coup, moi, par exemple, pour votre quartier, Centre-Sud, c'est aussi il n'y en a pas encore actuellement, et c'est d'en mettre une en place très rapidement pour que vous ayez un point d'information et d'accompagnement sur vos recherches, des aides, des points d'information, des échanges. Donc ça, par exemple, c'est un exemple concret de dialogue qu'on a aussi avec les jeunes et d'émancipation et d'autonomie qu'on vous accompagne en tout cas là-dedans. Vous venez juste de dire que l'une de vos priorités, c'était la précarité en ce moment de Covid-19 et avec les confinements et les couvre-feux. Et vous venez de dire que l'une de vos priorités, c'était lutter contre la précarité des étudiants, etc. Et du coup, c'est quoi les dispositifs que vous avez mis en place, par exemple, pour ce qui est de précarité numérique ou alimentaire des étudiants nantais?
Alors, on a accompagné pas mal de dispositifs au niveau des étudiants. Déjà, on a mis en place, avec l'aide de l'Accord et de l'Université de Nantes, parce que pour répondre au mieux aux attentes des étudiants, ce n'est pas que la ville de Nantes. On travaille aussi avec différents acteurs et c'est une équipe. De toute façon, seul, on n'avance pas. C'est la même chose dans une ville. On avance en équipe. Donc, on a mis en place une hotline où où les étudiants peuvent se signaler et avoir les premiers dispositifs ou les premières aides pour obtenir un pass numérique. Donc, ça comprend aussi bien avec une connexion Internet et l'aide pour obtenir un ordinateur. On a aussi diverses associations, comme pour la santé mentale, par exemple, qui ont des hotlines en place. Donc, nous, on a diffusé, par exemple, la Maison des adolescents, où jusqu'à l'âge de 21 ans, on peut aller les voir. Également, avoir des conseils, juste une écoute. Ça peut déjà répondre à une certaine forme de précarité. On a aussi pris contact très rapidement avec le Crous. Je ne sais pas si vous connaissez un peu de nom. Si, oui, je suis étudiante Ouais, du coup de Crous. ouais, ok. La base, D'accord. Donc, du coup, vous avez... Alors, je parle avant les annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais il y avait quand même la possibilité d'un repas à 1 euro par jour pour les étudiants boursiers, d'une entraide, je veux dire, d'une cellule psychologique pour les logements, pour les habitants de CTU, qui était mis en place, une permanence psychologique. Il y avait aussi des chèques services à disposition d'un montant maximum de 100 euros, mais tout ça, c'est des démarches qu'eux ont mis en place avec, forcément des conditions. Et puis, il faut que l'étudiant fasse la demande. On a aussi accompagné la surprenante épicerie dans le cadre des distributions alimentaires. On a fait un accompagnement logistique. Et prochainement, on reviendra vers vous parce que c'est pas arrêté. Mais on est on est en cours et on en a bien conscience et ça nous tient particulièrement à cœur. Et on veut vraiment accompagner le mieux possible au niveau de la collectivité, les moyens qu'on a, les étudiants dans cette période si difficile. Après, je suis en train de chercher précarité alimentaire. Donc, je vous ai parlé de la surprenante épicerie, du pass numérique. Vous avez parlé des deux, c'était la précarité alimentaire et numérique, et vous avez parlé des deux. Ouais, il y avait la santé mentale aussi, où je vous ai parlé de la maison des adolescents. Ok. Je pense il y a beaucoup de dispositifs, en tout cas, où on essaye de mettre petit à petit les différents moyens. Mais si ça vous intéresse, je peux garder votre mail et je vous envoie toute la liste des différents dispositifs si vous souhaitez les communiquer. Okay. Parce que vous Oui, citez comme ça super. tout d'un coup, ça peut être un peu Non, long. non, mais pas tout. Hein. Vous avez très bien répondu à la question. Hein. C'était surtout la précarité numérique et Oui, alimentaire. Vous parce avez répondu que aux deux. certains étudiants ne savent pas forcément qu'il y a beaucoup de... Enfin, les aides que vous venez de citer C'est existent, ça. ils peuvent les demander. Du coup, le journal, ça pourrait être un moyen de relier ces informations-là et aider les étudiants en difficulté. Ouais, c'est vrai, on pourrait mettre ça. Je vous enverrai tout ça maximum lundi, juste le temps que je récupère les informations. Et vous me laissez votre mail et puis je vous transmets ça. Mais du coup aussi, j'ai oublié, dans la fracture numérique, il y a aussi les enfants en primaire où là, on a développé des aides aussi d'un ordinateur pour les CM1 et CM2, si je ne me trompe pas. Il y a une annonce qu'on a faite cette semaine là-dessus. Donc on est vraiment, il y a les étudiants, mais il y a aussi les jeunes et les enfants, parce qu'en termes de, de fracture numérique, ça ne touche pas malheureusement que les étudiants. On est quand même sur des lycéens, des collégiens, des enfants en primaire où pendant le confinement, on s'est rendu compte que beaucoup décrochaient d'un point de vue niveau scolaire le fait qu'il n'y ait pas une bonne connexion à Internet ou tout simplement un ordinateur. Avec tous les dispositifs que vous venez de nous citer, ça se voit que le Covid-19 a impacté votre fonction dans le sens où vous avez dû vous adapter rapidement, essayer de trouver des solutions concrètes pour cette période-là. Et plus globalement, comment la pandémie a-t-elle affecté votre fonction et les projets que vous souhaitez mener sur le long terme? Alors déjà, la première chose, c'est que la pandémie, moi déjà, j'ai pris mon mandat début juillet. Donc dès le début, on avait quand même les règles sanitaires qui étaient un peu plus souples. Mais j'ai pu au moins pendant l'été faire le tour des quartiers d'été. Je ne sais pas si vous aviez pu voir ça cet été et rencontrer différents acteurs. Après, je me suis adaptée comme tout le monde à privilégier la visio.
les règles sanitaires, donc le contact physique ou même de faire des visites sur place. Et moi, ce qui m'aide beaucoup à comprendre les situations, là, je fais tout par ordinateur et ça impacte même dans les délais et le temps de compréhension. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que du terrain et de la visite terrain, ou même comme vous rencontrez directement en présentiel pour pouvoir échanger et comprendre les diverses positions, les divers échanges et les améliorations qu'on peut mettre en place. Moi, c'est juste là-dessus où ça m'a impacté. Autrement, je m'adapte très bien à l'informatique, mais on fait tout en visio, comme beaucoup d'étudiants et beaucoup de jeunes en ce moment. C'est un peu la mode, on va dire ça comme ça. Vous nous avez Comme vous dit l'avez que... dit, Ah, pardon. Non, vas-y, Bilal. Vas-y. Alors, Ok. vous nous avez dit que pour vous, l'autonomie, c'était l'une de vos priorités. Et selon vous, quelle est votre définition d'autonomie des jeunes? Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être un jeune et être autonome en tant que jeune? Alors déjà, être un jeune et être autonome, c'est déjà quelqu'un qui a pu faire ses études, obtenir des diplômes dans quelque chose qui lui plaît. C'est très important aussi d'être épanoui quand même dans son travail et d'avoir la capacité très importante financière de pouvoir, subvenir à ses besoins. Là, on est en pleine question en ce moment, mais vraiment pouvoir s'émanciper financièrement de ses parents, de pouvoir être dans la capacité de louer un appartement, de payer son permis de conduire, donc aussi l'autonomie dans la mobilité. On est sur ces sujets-là. Juste ça, si on arrive à ça, je pense qu'on aura gagné pas mal de choses. Mais un jeune doit pouvoir être autonome et pas dépendre de ses parents, de ses grands-parents pour subvenir à ses besoins. C'est pas normal. Là-dessus, on est vraiment sur un sujet bien, bien précis et ça revient à la même chose. Qu'est-ce qu'on fait des jeunes? La situation quand ils rentrent sur le marché du travail, l'insertion. Donc tout ça contribue à l'autonomie des jeunes et c'est pour ça que je m'attelle à dire que je vais consacrer une partie de mon mandat avec bien sûr mes collègues sur l'emploi et l'insertion pour accompagner au mieux les dispositifs. J'avais une question qui était en lien avec l'autonomie. Pour vous, quel est l'âge idéal pour quitter le foyer familial? Dès qu'on se sent prêt, parce qu'il y en a qui peuvent être en capacité ou être prêts à quitter le foyer familial à 18 ans, comme d'autres, ça va être à 25 ans, comme d'autres, ça peut être à 30 ans. Mais faut pas, ça peut être violent de quitter son foyer, ses repères, ses parents, ses habitudes. Donc, dès qu'on se sent prêt, on peut quitter le foyer quand on le souhaite. Idéalement, il n'y a pas d'âge précis. Pour moi, c'est très personnel. Faut pas se mettre des barrières. Si à 18 ans on est prêt, on peut y aller. Si c'est à 25 ans, c'est pas grave. Ou si c'est à 30 ans, c'est pas grave. Faut vraiment être bien et très bien dans sa tête pour pouvoir le faire. Et Faut du coup, être par prêt. exemple, si une personne veut quitter le foyer familial à 18 ans, est-ce qu'il y aurait des dispositifs au sein de la ville de Nantes qui lui permettraient d'être indépendant, entre guillemets, financièrement de ses parents? Pas forcément, enfin, je sais pas comment. Des dispositifs, mais pas forcément des allocations, etc., mais des dispositifs, par exemple, pour faciliter l'insertion dans le travail, Un etc. accompagnement? Un Un accompagnement, on va accompagnement. dire. Oui. Alors, je pense que déjà, pour quitter son foyer, il faut avoir un emploi et être capable de se gérer. Pour le coup, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à 18 ans, on peut le faire. Après, il peut toujours s'orienter vers la maison de l'emploi, la mission locale, le CCAS pour connaître les aides aussi. Je pense aussi au CRIJ qui peut accompagner sur des points d'information et des petites aides très particulières. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez l'application Tilt qui est disponible sur Android et iPhone, qui est gratuite, où en fonction de votre âge et de votre situation, vous voyez les aides que vous pouvez bénéficier. Donc à partir de là, mais je n'ai pas malheureusement d'exemple concret. Par contre, pour les jeunes très précaires qui ont moins de 24 ans et qui n'ont pas eu le choix d'être au niveau de... Alors, je vois j'ai une annonce cette réunion. Ouais, c'est bon? Ok. Du coup, je disais qu'au niveau des jeunes vraiment précaires et qui sont seuls et qui ont déjà leur logement, nous, on a un fonds d'aide aux jeunes
qui permet justement d'avoir une indemnité de 800 €. Mais c'est pour des jeunes très, très précaires et qui n'ont vraiment pas le choix. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Après, pour prendre son autonomie, vous avez aussi des aides pour les cautions au niveau de différents dispositifs. Il y a pas mal de choses qui le font. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aides et que je vous conseille l'application Tilt qui peut permettre de résumer toutes les aides que vous pouvez bénéficier en fonction de votre situation. Ça s'appelle comment l'application que vous venez de dire? Tilt. Comment on l'appelle? Tilt. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. TILT, vous tapez Criche Pays de la Loire. Et c'est une très très belle application et vraiment, elle est vraiment chouette pour toutes les situations. Elle est adaptée à tous les jeunes et elle est au niveau des aides et des premiers engagements. Vu que chaque situation est particulière, elle est vraiment géniale. Moi, je la conseille fortement. Ouais, c'est une sorte de questionnaire où on répond à différentes questions et à la fin, ça nous met les aides. C'est ça, ça marche comme Wizbee, non? Une application qui est comme ça aussi pour les jeunes étudiants. Je sais pas si ça. Non, en fait, il vous propose à quoi j'ai le droit. Vous enregistrez votre âge, votre situation, un thème, votre ville. Vous faites rechercher et là, vous avez tout qui s'affiche. Okay. C'est un léger questionnaire de 4 questions. On n'est pas sur un gros questionnaire. L'autonomie passe par un emploi. Et la plupart du temps, pour trouver un emploi, il faut faire des études. Or, de ce que je sais et ce qu'on remarque aussi au niveau de certaines études, on voit qu'il y a plus, dans les quartiers populaires, il y a plus de personnes qui sortent du système scolaire avant l'obtention d'un diplôme. Et selon vous, est-ce que c'est la faute de l'État qui a délaissé les jeunes de quartier, par exemple en sortant, en n'ayant pas pu les accompagner pour qu'ils restent dans le système scolaire, ou bien ce sont juste les jeunes qui ne sont pas assez compétents pour pouvoir poursuivre des études? Bonne question. Déjà, on enlève la dernière. Un jeune est compétent dans tous les domaines et il ne faut pas se dire qu'en fonction d'un diplôme, ça définit votre vie. Un diplôme, ça va être juste une forme de clé qui ouvre des portes, mais ça ne va pas vous bloquer dans ce que vous voulez faire. Ça va peut-être vous aider, mais ça ne bloque pas sur ce que vous allez devenir plus tard. Déjà, il faut vraiment que vous mettiez ça c'est vraiment un point d'honneur. Faute de l'État. Je pense qu'il y a eu divers politiques au niveau de l'éducation nationale qu'on aurait pu éviter. Je pense qu'il faut plus d'instituts pour des classes moins nombreuses, pour un meilleur accompagnement. Et ça va de la primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire jusqu'au collège. Donc, en effet, l'État a sa part de responsabilité là-dessus. Mais pour moi, je pense qu'il faut plus de moyens au niveau de l'éducation nationale pour un meilleur accompagnement et pour éviter justement que des jeunes décrochent. C'est un peu résumé simplement, mais je pense que quand vous avez dans des classes plus petites, avec plus de moyens, plus d'études, plus d'enseignants disponibles, on peut tous s'en sortir. Je crois profondément à l'école et que l'éducation nous permet justement, ça revient à s'émanciper, mais là au niveau de l'esprit, qu'on devient plus autonome, qu'on pense librement, et ça passe en effet par l'éducation nationale. Okay. Ensuite, j'avais une question, c'est toujours en lien avec ce que vient de dire Nour. C'est quoi vos solutions, par exemple, pour lutter contre les inégalités sociales des jeunes issus des quartiers concernant l'insertion professionnelle? Est-ce qu'il y a des dispositifs mis en place pour ça? Pour lutter contre les inégalités. Ouais, je veux bien. Au niveau, il y a des statistiquement parlant, après, c'est des anciennes statistiques, je ne sais pas si elles sont toujours valables, mais c'est vrai qu'on remarque qu'un jeune issu d'un quartier a plus de mal à trouver un emploi en rapport avec sa qualification qu'un jeune issu d'autres quartiers qui ne sont pas prioritaires. Est-ce que déjà pour vous, c'est toujours le cas aujourd'hui? Et si oui, c'est quoi les dispositifs que vous pourriez mettre en place ou qui sont déjà en place pour lutter contre ces inégalités-là? La première question, c'est est-ce que pour vous, c'est toujours le cas, ce que je viens de vous dire?
Et la deuxième question, c'est si c'est toujours le cas, c'est quoi les dispositifs mis en place pour lutter contre ces inégalités? Alors, je pense que la première question, c'est vous qui êtes plus à même à me répondre. Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet là-dessus, qu'il y a une forme de toute façon, les jeunes dans les quartiers populaires ont un taux de chômage beaucoup plus important. Malheureusement, en termes de dispositifs, nous, la collectivité de la ville, on peut faire on va dire de la prévention, accompagner, encourager, mais ça devient au niveau de l'État parce qu'il faut légiférer au niveau des entreprises par rapport à ça. Donc, il y a eu déjà des choses qui ont été faites au niveau de l'État, mais ça ne vient, pour moi, on ne va pas assez loin. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais au niveau de la collectivité, on est très sensible à ça. On essaye. Je vois un petit message sur les réseaux professionnels. Scouda, elle n'a pas une super connexion, donc elle passe par l'écrit. Si tu veux développer Ouda en même temps et continuer en attendant si vous voulez. Oui, parce que... Ok. Donc, du coup, on peut... Va couper Pauline. Désolée. Je n'ai pas compris. La connexion est mauvaise. Mais si j'ai bien compris, elle disait qu'elle était désolée d'avoir coupé, mais je pense qu'elle fait au mieux Ouda avec sa connexion. Mais dans tous les cas, allez-y. Et Ouda, si tu m'entends, on peut continuer par écrit. Oui, donc du coup, je disais que pour moi, c'est l'État qui doit intervenir là-dessus, à ce sujet, pour qu'on ait vraiment une règle égalitaire sur tout le territoire. Parce que le problème du chômage et des jeunes, c'est pas que les quartiers populaires nantais, vous l'avez dans toutes les villes de France. Nous, on peut accompagner, faire de la prévention, peut-être une charte, mais je vais pas m'émanciper sur le... Pas m'émanciper, n'importe quoi. Je vais pas m'avancer, excusez-moi, sur ce sujet-là, parce qu'on est plus sur la ressource humaine, même si je suis très sensible à ça, mais c'est pas de ma délégation, donc je vais pas m'avancer sur les dispositifs parce que je ne les ai pas en tête. C'est plus à l'échelle de l'État. C'est ça. Mais du coup, je peux me renseigner pour les dispositifs, mais les ayant pas en tête, je veux pas vous dire de bêtises. Bien sûr, on comprend tout à fait. Et ça serait malhonnête de ma part de vous dire que bien sûr, je maîtrise tous les sujets et que... Je me permets, je m'interroge d'une façon plus globale. Est-ce que une municipalité comme Nantes et l'équipe en place, volontaire certes, a les moyens, disons, d'agir aussi sur ces questions de fond qui sont évidemment sociétales, majeures et pas simples. Mais est-ce que voilà, il y a des leviers que vous pouvez imaginer vous ou sur lesquels vous allez travailler? Alors, la discrimination, pour le coup, j'en ai bien conscience et c'est quelque chose que j'aimerais, moi, travailler, mais comment, dans quelle mesure et à quelle échelle, je ne le sais pas encore. Je ne connais pas les moyens. Après, pour moi, on peut toujours intervenir quand on est élu, c'est notre rôle aussi, mais avoir les résultats, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça va peut-être être plus long. Mais en tout cas, rien n'est impossible. De toute façon, si on n'essaie pas, ça ne sert à rien. Et pour moi, je pars du principe de toujours tenter et toujours essayer. Donc, on doit le faire. C'est pas je peux, c'est que nous devons le faire et que nous en avons bien conscience. Mais c'est pour moi, c'est vraiment l'État pour le coup. Je suis vraiment désolée de rejeter la faute là-dessus. Mais c'est vraiment à l'Assemblée nationale et au Sénat de vraiment continuer à porter ces sujets-là. J'ai évoqué le burn-out, par exemple, au début de notre échange. Pareil, la municipalité n'a pas de levier sur lutter contre le burn-out dans les entreprises, à part, elle, se l'appliquer au niveau de ses collectivités, de ses institutions. Je ne sais pas si je suis très claire. Si, moi, j'avais compris. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça répond à votre question, Mathilde? Oui. Ouais. Après, je mesure bien la difficulté de la tâche. Je me disais que ce qui serait certainement intéressant avec une vision extérieure, mais c'est vraiment d'avoir cette logique de terrain et d'avoir des jeunes qui vous fassent remonter aussi ces témoignages. Il y a les études sociologiques, bien sûr, mais de voir aussi peut-être, je suis sensible, moi, en tant que citoyenne, au territoire test, un petit peu au laboratoire, enfin, quelle que soit l'appellation, c'est ces lieux où on peut aussi tenter des choses. Alors, évidemment, ça se décide à plus grande échelle, mais j'imagine que là aussi, la municipalité a une carte à jouer et au plus près, voilà, essayer de tenter. Bien sûr. C'est pour ça que je vous disais, faut toujours tenter.
Et après, mais je me dois en tant qu'élu, et je pense que je m'appliquerai de cette règle, c'est ne pas donner de fausses informations, surtout sur la discrimination, l'emploi, où je n'ai pas tous les leviers, quitte à revenir vers vous plus tard sur vraiment en quoi je peux agir concrètement sur certains sujets, mais je ne manquerai pas de revenir vers vous là-dessus, ça c'est sûr. Mais je veux pas m'avancer, je préfère être prudente là-dessus. Pas de souci. Que conseilleriez-vous à une jeune ou un jeune de Malakoff, de Bellevue ou de Bout-des-Landes pour qu'un jour il puisse être à votre place ou, je ne sais pas, maire de la ville ou élu à un autre domaine? Qu'est-ce que je peux conseiller? C'est vague. Déjà de s'investir dans sa ville, de penser que de bien maîtriser que la politique, c'est pas réservé à ceux qui font Sciences Po ou la fac de droit, parce que je suis l'exemple que venant d'un BTS assurance et étant simplement technicienne dans une compagnie, on peut être adjointe au maire. J'ai un autre de mes collègues qui a un bac pro mécanique et qui est conseiller municipal et conseiller métropolitain avec des délégations aussi. Donc le but, c'est vraiment de s'investir et qu'avec un investissement politique et même sur le territoire très associatif, on peut être élu et on peut changer un peu les choses à notre échelle. Et on ne peut pas simplement être élu de la ville, on peut être aussi député, on peut être sénateur, on peut tout se permettre. Et je pense que le renouvellement de la classe politique passe par des jeunes comme vous, par exemple, avec le journal de Malakoff. À force d'échanger avec différents acteurs, vous allez avoir une belle vision de la ville et une belle vision de votre quartier et que vous pouvez en faire part à nous politiques, mais même vous investir pour porter ces sujets-là. Donc, pour moi, il n'y a qu'une clé, c'est de tenter, de jamais baisser les bras, même si des fois c'est fatigant, c'est usant, qu'on a l'impression qu'on ne nous écoute pas. Ça m'est beaucoup arrivé dans mon militantisme, mais en fait, finalement, on se rend compte que petit à petit, on nous écoute, mais c'est un travail acharné. Il faut vraiment, vraiment s'investir, mais ça vaut vraiment le coup. Si on est passionné par sa ville en tant qu'élu local ou si on a envie de s'investir plus nationalement, on peut être député, par exemple, s'investir sur différents sujets sociétaux. J'ai envie de dire, faut y aller à fond, mais on y va à fond d'une manière, comment dire, c'est pas un sacrifice, c'est plutôt un plaisir. Comme je disais, c'est une passion. Donc, quand c'est une passion, je pense qu'on sacrifie beaucoup de son temps, mais ça vaut réellement le coup et c'est plutôt un plaisir qu'autre chose d'être à ce. Moi, en tout cas, en tant qu'adjointe, mais être élue, c'est le fait juste de savoir qu'on peut modifier les choses à une toute petite échelle. Il faut vraiment y aller. Donc, voilà le conseil que je peux donner. Et je suis un peu fatiguée, j'ai perdu mes mots, donc je m'en excuse. Pas de problème. Vous aviez d'autres questions? Ouais, du coup, on a les dernières questions, après on a fini. Donc là, c'est plutôt sur les violences interquartiers. Donc, il y a un jeune garçon de 15 ans qui a été tué par balle à Nantes au Dervalière dernièrement. Comment la municipalité peut-être fait face, comment la municipalité fait face à cette tragédie et quels moyens elle a pour pas que ça se reproduise du coup? Déjà, vous faites référence aux derniers événements, du coup, Oui. on est d'accord. Déjà, la municipalité, en général, Johanna Roland l'a dit, on est choqués, abasourdis, c'est un événement qui ne doit absolument pas se reproduire. Nous, à notre échelle, la municipalité, on est vraiment sur une violence qui est où on a besoin. Sur la sécurité, ça renvoie aussi à l'État et je ne vais pas me dédouaner la ville là-dessus. Mais on a déjà révélé, je veux dire, ces problèmes d'insécurité plusieurs fois pendant la campagne. On pense qu'il faut revenir peut-être. Et là, je ne vais pas parler au nom de la municipalité, je vais parler au nom de Pauline Langlois, ça va être plus simple. Revoir peut-être la police de proximité. Également, nous, en termes de municipalité, par contre, je pense beaucoup aux centres accords qui sont très investis dans les quartiers, les médiateurs aussi, ou en termes de mixité, de dialogue, on peut aussi répondre aux différents maux de la société. Là-dessus, nous, c'est le dispositif de la municipalité, mais l'État doit aussi intervenir dans ces quartiers-là et ne pas les laisser de côté.
chose qu'on remarque de plus en plus. Et malheureusement, pas qu'à Nantes. D'accord. Et pour finir, est-ce que, pour finir du coup, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à la jeunesse, enfin aux jeunes de Malakoff en général? Je pense surtout avec le Covid. Enfin, moi, en tant qu'étudiante en ce moment, j'ai un peu le moral. C'est un peu difficile en ce moment d'essayer de se projeter, d'essayer de créer des projets. Par exemple, j'avais moi envie de voyager un petit peu, d'être un peu plus autonome. Et avec le Covid, c'est difficile d'essayer de se construire en tant que jeune adulte et jeune actif. Est-ce que vous auriez un message à faire passer Il faut continuer à se projeter, continuer à rêver. Je pense qu'on voit une petite lumière au bout de ce tunnel et qu'il faut s'accrocher, même si je sais que c'est vraiment, vraiment pas évident. Mais il faut rien lâcher. Faut continuer à avancer et nous, on sera là le plus possible, la collectivité, pour vous accompagner avec les différents dispositifs que j'ai cités, avec l'accompagnement des différents acteurs. Je pense sur Malakoff, vous avez le Centre Accord, vous avez Ambition Jeunesse aussi qui vous accompagne. Je crois qu'il y a Gator d'Injustice aussi. Vraiment, essayez d'être le plus solidaire possible aussi entre vous, le plus de bienveillance aussi possible pour pouvoir finir cette période plus que compliquée pour tout le monde. Et ça va être la petite note de possibilité. Mais j'ai pas des phrases à la Barack Obama où je pourrais vous dire les Non, mots mais inspirent bien, ou des choses comme ça, mais du coup, car ce n'est bon, Oui. parce on a besoin de vous et on a besoin de votre énergie pour pouvoir avancer et que la ville puisse avancer, parce que la jeunesse, c'est celles qui vont être les vieux de demain. Donc, c'est ceux qui vont rentrer en responsabilité. Donc, si là, actuellement, vous êtes aussi dans une situation tellement précaire qu'on n'a qu'une envie, c'est de vous accompagner pour aller plus loin demain, pour que vous puissiez être en responsabilité demain, en tout cas. Donc, Pauline, tenez-vous. Voilà. Oui. je me demandais, est-ce que à l'inverse, vous auriez des questions que vous souhaiteriez poser, une ou deux, aux Ouais, jeunes qui sont présents en fait? Ouda aussi est là. exact. Après, si tu veux poser des questions, Ouda par écrit. Mais et on peut se donner encore 5 minutes voilà, pour échanger. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, en fait, on n'a pas fait un petit tour de présentation. Donc, si vous pouviez vous présenter. Je sais que Nour, tu es étudiante du coup, mais Ouais. Bilal, je sais pas si tu es Oui, étudiant. je ne vous ai pas présenté. Ouais, je suis Ouais. étudiant aussi à Ok. Saint-Nazaire. D'accord. Et vous êtes dans quel domaine d'études du coup? Moi, je suis en DUT informatique D'accord, ok. pour l'instant. Et vous faites ça où Et du moi, je coup? suis Je suis toujours sur Nantes. Toujours sur Nantes, d'accord. Et Et Bilal, moi, du Bilal? coup, vas-y. je suis en école d'ingé à Saint-Nazaire, dans le génie des procédés. Ok, d'accord, super. Ça va, c'est pas trop dur en ce moment? Le fait de Oui, faire distancer, peut-être... c'est pas évident, mais bon, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Mais c'est sûr que oui, c'est pas évident. Nous, on Faire a des une... équations sur l'ordinateur, c'est pas évident. De Ouais. suivre sur l'ordinateur, c'est évident. Ouais, c'est Moi, ce qui est fatigant. drôle, c'est que je fais des études d'informatique. Du coup, on se dit, faire que du distanciel, vous êtes habitués parce que de toute façon, vous avez travaillé sur un PC. Mais c'est dans ces moments-là de distanciel qu'on se rend compte qu'on a besoin du contact humain avec un professeur. On arrive plus facilement à poser des questions, on apprend mieux. Mais là, ça va, j'ai une journée de présentiel par semaine. Du coup, on voit un petit peu la Un sortie petit du peu. tunnel. C'est ça. Ça nous aide un peu à tenir bon. On se dit, bon, j'ai une journée, je vois des gens, je travaille avec d'autres personnes. Ouais, ça fait du bien ça aussi, je pense. Ouais. Parce que là, même pour vous, et je pense même Mathilde et Ouda, vous devez être les visios, ça doit être fatigant. Bah, moi, en tout cas, personnellement, ça me fatigue, donc j'imagine même pas pour Ouais, vous, les toute la questions, c'est journée faire fatigant. ça. C'est un peu compliqué, même comme vous disiez, la concentration. À la fin, je pense qu'on décroche plus facilement quand on est devant un ordinateur que quand on est en présentiel. Et du coup, vous êtes habitant de Malakoff depuis tout petit ou vous êtes venu de d'autres villes avant? Ah, moi, depuis toute petite. D'accord. Moi J'ai aussi. habité qu'à Malakoff pour l'instant. Ok, donc vous devez bien connaître Mouloud des Seigneurs maghrébins aussi. Oui, je vois un peu qui c'est. Ah oui, 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 bonne association.
Ouais. Non, mais c'est bien parce que moi, du coup, je suis élue de votre quartier, Malakoff. Je travaille avec Aïcha Bassal, qui vient de Malakoff aussi, qui est et du coup, c'est vraiment un quartier où je trouve qu'il y a une bonne énergie, une bienveillance entre les habitants qui est assez chouette. Vous voulez, Donc, Nour et Bilal, vous voulez raconter un petit peu Malakoff, comment vous le vivez? C'est-à-dire comment on le vit, j'ai pas trop. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis plus vraiment à la COF, mais, Bah, de toute façon, j'ai une certaine affection pour ce quartier parce que je suis allée à l'école primaire dans ce quartier, j'ai fait ma maternelle, j'ai fait mon lycée aussi. C'est vrai que c'est un quartier qui fait beau vivre et puis ça donne envie d'y participer et dans le bon sens, quoi, essayer d'améliorer les choses, faire du bien, tout ça. ouais, puis c'est un quartier où je trouve qu'on met pas assez les bonnes choses positives en avant à chaque fois qu'on entend parler de Malakoff ou même de Bellevue. Là, en ce moment, c'est les tirs de mortier, alors qu'il y a plein de belles choses qui s'y passent et on pense pas ça à le mentionner et c'est désagréable, je trouve. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller plus loin et vous le faites très bien avec votre magazine La Malakoff, de montrer il y a vraiment plein d'autres choses et une activité et une solidarité entre les gens qui est incroyable et qu'on ne retrouve pas dans d'autres quartiers. C'est assez, euh, c'est assez important. Mais non, Mais en tout cas, je vous suis sur Instagram, sur le M Malakoff. J'ai vu que vous aviez interviewé, je crois, c'était l'ancien. Non, l'ancien, j'allais dire une bêtise, la honte. Euh, le capitaine de l'équipe du FC Nantes, c'est ça? Qui vient de Ah oui, Malakoff aussi? oui. Mais vous avez raison, il est co-capitaine maintenant. Ouais. Il a plus ce titre absolu, mais en tout cas, j'étais présente, c'était avec Mamadou et Aymen, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'était super sympa. Et ce qu'on peut noter, je pense que vous pouvez en témoigner, Bilal et Nour, mais c'est qu'à chaque fois, l'interview permet aussi la rencontre. Et c'est un prétexte aussi pour essayer de faire passer des messages et puis ouvrir sur les questions de représentation, voilà, sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Non, mais c'est exactement ça. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les rencontres, mais les rencontres se mettent pas parce que vous parliez d'interquartier et ça me sidère un peu dans le sens où pour moi, qu'on soit un Nantais de Bellevue, un Nantais de Malakoff, un Nantais du centre-ville, on reste un Nantais, on a des valeurs communes, des espoirs communs. Et c'est vrai qu'en faisant le tour, on m'a parlé d'interquartier et du coup, je me suis dit, ah mais non, mais il faut vraiment se sentir Nantais. On vient tous d'une histoire peut-être différente, mais on a tous des espoirs communs pour la ville de Nantes et pour tous les Nantais. Donc c'est vrai qu'il y a des spécificités, mais c'est vrai. J'ai pas entendu, du coup. C'est vrai qu'il y a des rivalités entre certains Oui, quartiers. ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est pas la majorité, je pense, des gens qui pensent comme ça. Je pense pas que ce soit la majorité, mais c'est vrai que ça existe. Surtout qu'aussi, on n'a pas l'habitude trop d'aller dans les autres quartiers aussi, quoi, Ouais, faire des projets communs. Enfin, si on est un jeune de Malakoff, on a nos habitudes à Malakoff, nos amis à Malakoff, du coup, on n'a pas trop tendance à aller voir Ah ouais? les Et autres la quartiers. barrière, elle est psychologique? Genre, par exemple, un jeune de Malakoff va jamais à Bellevue? Ou parce que, bon, c'est vrai qu'il y a la distance, mais Ouais, il y a les c'est ce que transports. j'allais dire, justement, la distance. La distance aussi, Mais à la distance, Bellevue, c'est loin. ouais, c'est loin, Bellevue. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu loin. Quel quartier on a Et si je peux me Vautière, permettre, par exemple. il y a Bautière, mais si je peux me permettre, il y a aussi le fait qu'il y a certains jeunes qui, pas tous, mais qui ne prendront pas le risque d'être vus dans un autre quartier, puisqu'il y aurait des répercussions. Ah ouais? C'est vrai que D'accord. oui, je sais pas si on peut dire une pression, mais enfin, il y a un effet de groupe Après, je pense que important. c'est pas tous les jeunes, je pense que c'est des gens Ouais. qui seront C'est pas impliqués tous. Oui. indirectement à une certaine histoire. Mais je pense que si c'est un jeune qui a aucun souci, qui a rien à voir avec l'histoire, il n'y a aucun souci à ça, je pense. Oui, mais il y a si je peux me permettre, parce que comment dire, je suis pas spécialiste, mais de ce que j'entends parfois en discutant avec d'autres jeunes, j'ai retenu l'idée que parfois on peut être ami avec un groupe de jeunes, quel qu'il soit. Oui, Et il y a puis tu ça, sais, il si y a on te les voit avec la rumeurs, personne, effectivement. le principe de la rumeur, Oui, on est c'est soudés, quoi. le groupe, quoi, c'est ça. Des fois, il y a une pression de Oui. groupe. Après, je pense que ça existe partout aussi, mais Tout à fait. Et c'est dommage parce que moi, je crois fortement à la mixité et de la mixité de quartier, de la mixité culturelle.
pour travailler ensemble. Je pense qu'on est plus fort à être plusieurs, que les a priori se déconstruisent quand on se rencontre. Et je pense que même vos différences d'échange le montrent petit à petit. Et même vous qui êtes dans une ville différente, où vous voyez aussi que qu'en se mélangeant, on peut plus travailler ensemble et comment dire, dépasser les frontières, si je vais être un peu kitsch dans les phrases, mais on peut vraiment avancer d'une manière très, très saine, très joyeuse, très bienveillante. Et là, on arrive à des objectifs communs qui sont assez beaux à voir. Pour finir, est-ce que vous voulez, Nour et Bilal et Ouda, si tu veux par écrit, faire passer un message ou une attention? C'est pas une obligation, c'est une possibilité, voilà, juste une réflexion, enfin, une porte ouverte, quelque chose, si vous avez envie, en tout cas, sachant qu'on pourra refaire un temps dans quelques temps. Oui, bien sûr. Mais je pense que la prochaine fois, dès qu'on peut, ça serait bien qu'on arrive à se rencontrer en présentiel. Moi, je peux venir à Malakoff, ou si vous voulez, j'organise un temps à la mairie, si vous n'êtes jamais rentré dans la mairie centrale, ou on pourrait la visiter. Une visite. Ouais, carrément. Si vous voulez, on peut organiser ça quand les conditions sanitaires le permettent, mais je peux organiser ça avec plaisir si vous souhaitez. Je vais le noter. Comme ça. On tente je mets 3 petits points, hein, bien évidemment, sur le papier. Peut-être les vacances sur les temps de vacances, parfois c'est plus simple à organiser. Peut-être la première semaine de février. Si confinement il n'y a pas, si vous avez des dispos, etc. Sinon, on le fera volontiers. Aux vacances de Pâques. Mais non, je vois pour les vacances de février si c'est possible, avec port du masque, bien sûr, je pense obligatoire. Et puis, je reviens vers vous, Mathilde, à ce moment-là, vu que j'ai votre adresse email. Bien sûr. Je peux faire le lien avec tout le monde après. De toute façon, on est connectés tous. Bien sûr, même les autres éditorialistes du M. Malakoff, s'ils veulent venir, ce sera avec un plaisir que je vous tout le monde. Juste me prévenir du nombre avant quand même. Je puisse m'organiser et voir s'il n'y a pas, même en fonction des salles, pour avoir un petit temps d'échange, ça peut être très intéressant. Et ça si vous voulez, je dis ça n'engage que moi, je pose ça là, je ne sais pas avec vous tous, mais si je me dis c'est intéressant certainement pour vous aussi, Pauline, d'avoir des réflexions ou des possibilités, des propositions des jeunes, sans que ce soit forcément très abouti, mais si vous avez des idées, faire remonter, ou des constatations. Déjà, vous n'hésitez pas, si vous avez des thématiques ou des choses qui se passent même sur votre quartier. Là, je sors de mon rôle d'élu à la jeunesse, mais même en général, vos ressentis, vous n'hésitez pas même à m'en informer pour qu'on puisse avancer, mais même des choses ultra positives, hein, pas forcément des choses que négatives. Et puis, on peut se programmer, vous venez en mairie, et puis moi, je viens vous voir à Malakoff dès que c'est possible. Mais on fait ça en plusieurs temps. La priorité, c'est que vous venez en mairie visiter. Et puis après, pour les vacances de Pâques, même si je suis souvent à Malakoff, mais on peut s'organiser un temps à Malakoff aussi où vous présentez votre quartier, mais votre vision du quartier. Moi, j'ai la mienne en tant qu'élue, j'ai celle qu'on m'a montrée aussi. Mais du coup, la vôtre, ça peut être plus intéressant et pertinent pour moi. Si vous êtes OK, bien sûr. Hein. Je m'impose pas. Non, ça peut être intéressant. Bilal, tu reviendras à Malakoff de fait? Hein? Je dis, tu reviendras à Malakoff de fait? Ah oui, c'est pour les périodes de vacances, je serai à Malakoff. Ok. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions et vos attentes. Et puis, à très bientôt. Je me renseigne dès demain pour organiser ça. Et puis, je tiens au courant Mathilde, du coup.